presque 18 heures, quand, sous les portraits en pied de tous les souverains de la dynastie husséinite, les députés, un par un et à main levée, votèrent à l'unanimité l'abolition de la monarchie et la proclamation de la République. Habib Bourguiba était désigné provisoirement premier président. Une délégation se rendit à Carthage pour en informer le souverain. Tous ces jeunes gens, souvent frais et moulus des universités françaises et pétris de l'histoire de la Révolution, étaient peut-être un peu grisés de jouer les Robespierre ou les Saint-Just. Au milieu de la sérailla du palais, où les attendait Sidi Lamine, ils se sentirent subitement un peu gauches, gênés devant celui à qui la veille il baisait la main, qui affectueusement les appelait ses fils. Ces derniers instants de la monarchie, combien de fois le prince Faisal Bey, enfant, les a-t-il entendus raconter de la bouche de Rafet, son père, pour qu'il se décide à les immortaliser dans un premier roman, La dernière odalisque, où il retrace l'histoire mouvementée de sa famille. À l'approche du 50e anniversaire de l'abolition de la monarchie en Tunisie, nous avons invité le prince Faisal à faire un pèlerinage aux sources. Ce voyage le conduit au Kef, à l'ouest du pays, non loin de la frontière algérienne. C'est dans cette ville que ses ancêtres d'origine ottomane s'étaient établis au XVIIe siècle et ont épousé des femmes autochtones qui leur ont donné la descendance des futurs bey de Tunis. Vous considérez que la Tunisie n'accorde pas assez d'attention à cet héritage que vous portez? Au lendemain de la République, non. Bien sûr, tout a été effacé même de la mémoire des Tunisiens. Alors aujourd'hui, il y a un nouvel intérêt qui rejaillit. C'est pas encore parfait, il faut encore faire des efforts pour que les choses s'améliorent dans ce sens et que ce soit les symboles matériels de l'histoire. Et il y a les signes immatériels. C'est l'histoire avec un grand H qu'il faut faire connaître aux jeunes de votre génération, qui est la génération du futur de la Tunisie. Et ma question, justement, que je voulais vous poser à tous, comment s'appelle le dernier bey de Tunis? يعني حتى الصورة نتاعو وجهه ما تعرفوش شي شبه هذا تاريخ تونس. فما حتى واحد منكم سمع محمد لمين بey. Depuis 1574, la Tunisie était une province turque administrée par un pacha nommé par le sultan d'Istanbul. Mais c'est le titre de bey, une fonction politico-militaire, que prendra Hussein Ben Ali, le chef des janissaires, lorsqu'il fonde en 1705 la dynastie qui portera son nom pendant 2 siècles et demi. D'emblée, le nouvel homme fort cherche à marquer son autonomie vis-à-vis du gouvernement d'Istanbul et s'appuie sur les élites autochtones pour asseoir sa légitimité. Il dote également le pays de frontières sûres et d'un État centralisé, créant les conditions d'un remarquable essor économique. Mais en 1735, la révolte de son neveu Ali, qui briguait sa succession, plonge le royaume dans la guerre civile. Battu près de Kérouan, Hussein finit décapité en 1740. Sa tête est ramenée à Tunis comme preuve de sa défaite. Elle est inhumée dans cette petite mosquée que Hussein avait fait construire du temps de son règne. تفضلوا هذه التربة هذه هي
تفضل قلت لك تخفيخ. بارك الله فيك. هذا فما الغبره في بارك الله فيك. L'endroit n'étant guère connu du public, ni même de la propre descendance du fondateur, c'est en compagnie d'une historienne que Faisal Bey s'y rend pour qu'elle l'aide à authentifier la tombe de son ancêtre. Là, on a une indication intéressante, c'est la date. Il n'y a pas de doute. Ah, 1153. c'est poussiéreux, là, par contre. Ah oui. 1153, ça correspond donc à 1740. Donc c'est... Je pense que c'est même- la tombe du fondateur, de Hussein Ben Ali. Enfin, la tombe, elle n'abrite que la tête. Très peu de beys parlent le turc. Le turc a été une langue de troupiers, de soldats au départ. Et elle a été aussi une langue de chancellerie. Mais ensuite, elle a complètement disparu, enfin comme langue. Et donc, les beys de Tunis ne parlaient pas le turc, ne cuisinaient pas la cuisine turque. Ils mangeaient essentiellement des choses tribales à l'origine, ensuite beaucoup de cuisine italienne. Donc, mais ils s'affichent comme turcs. À partir du 19e siècle, et après de nouveaux épisodes sanglants pour l'accession au trône, un consensus est enfin trouvé pour que ce soit le doyen de la famille qui règne. Et ce, quel que soit son degré de parenté avec le bey défunt. Plusieurs des beys qui se succéderont sur le trône hussénite seront de grands souverains, tels Hamouda Pacha, dont le long règne contribue indéniablement à asseoir la légitimité de la dynastie et à assurer au pays son rayonnement international. Hussein II, qui dote le royaume de ses armoiries et de son drapeau, et qui, dit-on, aimait se faire lire le Code Napoléon par le consul de Lesseps. Ahmed Ier, prince réformateur, qui comprend que la Tunisie a sa personnalité propre et parle pour la première fois à ses sujets d'État-nation. Mais l'acte majeur de son règne demeure l'abolition de l'esclavage en 1846. Ahmed Bey avait fait quelque chose de remarquable, c'est qu'il avait institué dans les villes, etc., j'allais dire des bureaux de notaires qui délivraient des attestations d'affranchissement. Donc on ne restait pas dans le domaine intentionnel, mais on passa à l'acte. Et les esclaves eux-mêmes avaient la possibilité d'exiger, de demander ce papier qu'on leur délivrait. Et ils l'opposaient à leur maître. Nous avons proposé que le souk al-Barka, qui était justement le souk des esclaves, et qui est devenu le souk des orfèvres maintenant, souk al-Barka porte, avec une plaque, avec le décret d'abolition lui-même qui existe comme texte dans les archives, cette marque pour immortaliser l'événement devant publiquement, et que tout Tunisien qui passe quotidiennement dans le souk se rappelle de ce moment fort de l'histoire du réformisme tunisien, parce que c'est une page d'or. On dit que Mohammed Bey a voulu revenir sur l'abolition de l'esclavage pour préserver son harem, qui, dit-on, comptait plusieurs centaines de femmes. Le monarque avait même dû agrandir le palais du Bardo pour pouvoir accueillir toutes ses odalisques. Elles étaient génoises, circassiennes, moldaves, sardes, nubiennes, auxquelles s'ajoutaient parfois des bourgeoises de Tunis prises de force à leur mari. Mais ce par quoi Mohammed Bey a marqué son temps est sans nul doute son fameux pacte fondamental qui instaure dès 1857 l'égalité des droits entre ses sujets, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens. C'est la disparition de la corvée, propre aux juifs, c'est la disparition des discriminations vestimentaires. Des juifs à ce moment-là se mettent à porter la chéchia rouge, même si d'autres par tradition continuent à porter la chéchia noire, mais ils ont le droit de porter la chéchia rouge à ce moment-là, et il n'y a plus l'impôt spécial qui frappait les juifs, ils sont soumis aux mêmes impôts que les musulmans. المسلمين في 1856 زواتنا خاطر ما عندنا جامعة زيتونة ما عندناش هو المنارة ف حبوا يعملوا عهد الأماني الدستور ما معنى أن القرآن وحده لا يكفي أن لابد من دستور وضعي وهذا لا يتنافى مع الإسلام.
Cet élan réformateur se poursuit avec l'avènement de Sadok Bey, qui dès 1861 dote son royaume d'une constitution dont il offre fièrement un exemplaire à Napoléon III. Même s'il ne sera jamais appliqué, ce texte, en avance sur son époque, va jusqu'à permettre la destitution du bey en cas de trahison. Mais les réformes engagées par Sadok sont compromises par la crise financière grave dans laquelle s'enfonce le pays. Ayant souscrit des emprunts usuraires qui ont fait la fortune de banquiers européens véreux, le Premier ministre Mustapha Khaznadar passe autour du cou de son souverain le lacet qui finira par l'étrangler. C'est sur son conseil que Sadok Bey décide de doubler l'impôt, provoquant en avril 1864 une insurrection quasi générale dans le royaume. Il y aura bien le grand Kheireddin pour tenter de sauver la régence de la banqueroute, mais il se heurte à l'hostilité de la haute bourgeoisie et des consuls étrangers, soucieux de préserver leurs privilèges. Aussi, lorsque le mignon du bey, Mustapha Ben Smaïl, est promu Premier ministre, il a le champ libre pour négocier avec le consul Roustan la future mainmise de la France sur la Tunisie. Prenant prétexte d'un incident de frontière, l'armée française envahit le territoire tunisien par l'Algérie fin avril 1881. Elle trouve sur sa route une résistance populaire déterminée, mais dont les moyens de défense, archaïques et limités, ne feront jamais le poids. Finalement, l'ensemble de l'expédition coloniale s'assimilera, selon le mot d'un historien, à une promenade de 18 jours. Ce jeudi 12 mai 1881, par les moucharabiers, le son du clairon fait sortir le bey Sadok de sa rêverie. Il entend une cavalcade, les tambours battent au chant, le général Bréard, escorté d'un peloton du premier hussard, vient de mettre pied à terre. Dans moins de 2 heures, sur cette même table en bois de citre, où reposent des missives d'appel au secours qui ne partiront jamais, le bey Sadok va apposer sa signature sur le traité connu sous le nom de traité du Bardo, qui imposera le protectorat de la France sur la Tunisie. الناس قالوا التعامل هذه خيانه خاطر ثم ناس زاد صمدت وحاربت الفرنسيس والصفاقس ما قبلتش وما كان من بعد ثم اجتهادات ثم ناس يقول لك خير وقع حمايه خير من اللي وقع استعمار كيف الجزائر كان عارضناهم بالقوه وتولي لا ثم لا علم تونسي لا حد شيء يتذكر. Le bey reste le chef de l'État. C'est de lui qu'émane la souveraineté et son sceau à force de loi. Ce qui fera d'ailleurs dire à un parlementaire français, les volontés de la France démocratique passent ici à Tunis par le sceau d'un monarque absolu. Mais dans la Tunisie profonde, c'est le sentiment d'avoir été trahi qui l'emporte, entachant pour longtemps l'honneur et la loyauté de la dynastie hussénite. Soucieux de sauver leur trône, les premiers beys qui règnent sous l'occupation acceptent sans trop rechigner les conditions de la France qui les confinent dans un rôle symbolique et d'apparat. Le peuple, quant à lui, se console d'avoir pu garder en la monarchie un repère et l'incarnation d'un semblant de pouvoir tunisien. La naissance du mouvement national au début du XXe siècle va mettre le trône hussénite face à sa première épreuve. Doit-il se faire l'écho des aspirations naissantes de son peuple ou bien au contraire s'en démarquer pour préserver sa bonne entente avec la France ? Sur le trône depuis 1906, Nasser Bey choisit de se rapprocher des courants patriotiques. C'est son fils, le futur Monsef Bey, qui lui présente les militants du parti Destour, dont ce sont les premières revendications nationalistes. سيد ناصر بي قال لهم كيف لا أكون معكم وأنا أحس بما تحسون وأشعر بما تشعرون وعد ذلك اعتراف بالحزب الحر الدستوري التونسي خاطر الإدارة الفرنسوية تتصور عام 20 باش يعترفوا بوجود حزب يطالبهم بالخروج. Mais le pouvoir du protectorat ne peut rester inerte face à cette agitation politique à laquelle la famille royale est désormais mêlée.
Il suggère alors au petit journal, auquel Nasser Bey venait d'accorder un entretien, de manipuler les déclarations du souverain, de sorte que celui-ci paraisse désapprouver les réformes demandées par les nationalistes. Atteint dans sa dignité, Nasser menace d'abdiquer. La situation est délicate pour le résident général Lucien Saint qui, fait aggravant, attend la visite en Tunisie du président français Millerand. À la tête de 2 escadrons de chasseurs qui se rendit au palais Bellical, il dit « Il nous suffit de 5 minutes pour ramener le drapeau tunisien, mettre à sa place le drapeau français et annexer la Tunisie à l'Algérie. » Ce spectre de l'annexion sera toujours brandi par la France pour faire plier les beys les plus récalcitrants. De fait, Nasser est contraint de renier ses sympathies nationalistes et reçoit même ici en grande pompe le président Millerand en avril 1922. Pour le prince Moncef, le chef des contestataires du palais, c'est une longue traversée du désert qui commence. Tirant les leçons de la crise de 1922, les successeurs de Nasser Bey éviteront d'entrer en conflit avec l'autorité coloniale. Pendant 20 ans, les revendications nationalistes ne trouveront presque plus aucun écho au palais. Si Habib Bey se réfugie dans ses passions favorites que sont la peinture et la musique, Ahmed II suivra, impuissant, les événements sanglants d'avril 1938 qui opposent nombre de ses sujets aux forces d'occupation. Le nationalisme bellical, né avec Nasser Bey, ne reprendra des couleurs qu'avec l'accession au trône de son fils Moncef en juin 1942. Il aimait d'ailleurs à dire qu'il était le petit-fils de Mohammed Bey, l'auteur du pacte fondamental 1857, qu'il était le fils de Nasser Bey, le nationaliste, entre guillemets, de 1922, et que lui était nationaliste. Il voulait la tunisification de l'administration, l'égalité d'accès et de traitement des Tunisiens et des Français, fonctionnaires. Il voulait l'enseignement public pour tout le monde. Fait extraordinaire, il voulait nationaliser les grandes entreprises. Mais pour son malheur, Moncef Bey est rattrapé par la Deuxième Guerre mondiale. En novembre 1942, les troupes allemandes occupent Tunis pour s'opposer à l'avancée des armées anglo-américaines en Afrique du Nord. Mais que peuvent bien attendre les Tunisiens de ce nouvel envahisseur, eux qui subissent déjà l'occupation française depuis plus de 60 ans? La population a accueilli les Allemands comme des libérateurs. Une grande partie, pas tous, mais la majorité de la population a accueilli les Allemands comme des libérateurs, comme des gens qui allaient sortir les colonialistes, qui allaient apporter aux Tunisiens l'indépendance, etc., etc. Les Allemands ont demandé au résident général de préparer un texte imposant à tous les Juifs de Tunisie le port de l'étoile jaune. Le résident général a chargé un fonctionnaire français, qui s'appelait Fonréau, de préparer ce texte. Et nous avons le projet de texte accompagné d'un rapport de ce fonctionnaire au résident général, et qui mentionne expressément que Moncef Bey verrait avec beaucoup de déplaisir qu'on impose un signe distinctif à une catégorie particulière de ces sujets, et qu'il était à craindre que Moncef Bey refuserait de signer le texte. Le décret ne sera jamais promulgué, mais Moncef Bey, héroïque dans cette affaire, le sera beaucoup moins en acceptant de décorer des officiers allemands. Une imprudence qui lui sera d'autant plus fatale que les Alliés sont aux portes de Tunis. L'accueil triomphal le 7 mai 1943 est le fait quasi exclusif de la population européenne. Dans la foule en liesse, on ne reconnaît en effet aucun turban.
Le bey, quant à lui, ne doit guère se sentir plus concerné par cette victoire, si ce n'est qu'elle met un terme au malheur de son peuple et au saccage de son pays. Inquiets, les Tunisiens s'interrogent sur son sort, surtout après que la BBC ait annoncé sa fuite à Berlin avec les forces de l'Axe. Mais c'est toujours réfugié dans sa résidence d'Amamlif que le capitaine britannique Lambert ira se présenter devant lui. Il m'a dit, voilà, quand nous étions du côté de Bizerte et Mater, parce qu'ils sont descendus, nous avions l'objectif de détrôner Mansour Bey, qui est comme on a fait pour tous les chefs d'État des pays que nous avons conquis, parce qu'il était collaborateur. Et les Français qui étaient à côté de nous, nous leur faisions confiance et nous disaient, Mansour Bey est un collaborateur, il faut absolument le détrôner. On accepta qu'il montât dans sa voiture. Un officier anglais se mit à côté du bey, on le rejeta, et voilà Mansour Bey parti à Tunis. On arrêta sa voiture rue Sapriya durant une demi-heure. Et là, colibé, rire, moquerie, certains crachèrent même sur sa voiture. L'humiliation subie ce jour-là par Monsef Bey laissera des traces douloureuses dans la mémoire collective tunisienne. Quant à sa déposition voulue par les Alliés, elle tourne elle-même à la confusion et les Français, à nouveau maîtres du pays, hésitent à statuer sur son sort. Finalement, Alger charge le général Join d'obtenir l'abdication du bey au motif de sa collusion avec les Allemands. En réalité, c'est du souverain nationaliste que la France voulait se débarrasser. Coriace et en paix avec sa conscience, Monsef Bey refuse d'abdiquer. Le général Giraud rend alors sa fameuse ordonnance du 14 mai 1943 qui destitue Monsef Bey et l'envoie en exil dans le Sahara algérien. Il avait souffert considérablement. Il accepta d'abdiquer au profit de l'Emin Bey, conformément à l'ordre successoral. L'Emin Bey était légitimement bey de Tunis à partir de cette date-là. Il avait la légitimité juridique. L'avait-il réellement? Le problème se pose en droit parce que Monsef Bey a abdiqué sous la contrainte. Ce n'est pourtant pas de gaieté de cœur, semble-t-il, que le prince Lamine accepte de succéder à son cousin dans des conditions aussi dramatiques. Mais encore une fois, il y va de la survie même du trône hussénite. Lamine Bey, qu'on le veuille ou pas, qu'il l'ait mérité ou pas, qu'il y été contraint ou pas, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, ni dans ces discussions-là, ça demande il y a beaucoup de débats là-dessus. De toute façon, sur le plan populaire, il a été rejeté. L'Emin Bey était considéré comme pro-français, donc un traître, qui était inexact. On ne peut pas dire qu'il était traître, parce qu'une traîtrise, être traître à son pays, à ses propres intérêts en étant souverain, c'est quoi? Ça veut dire que vaut ce trône sur lequel je suis assis. Pendant ce temps, et après la libération de la France métropolitaine, il est décidé de transférer Monsef Bey de son lieu d'exil algérien vers la ville de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. كيف جاء المنصف بي تقرر أن نعمل وفد من طلبة شمال أفريقيا واستقبلنا المنصف بي معناها عطف كبير ياسر ومحبة معناها مودة وفطرنا معاه وحكينا معاه وهو نفسه تكلم مليح معناها وكان ديما متحمس وربما أحيانا بتشنج حكى لنا مثلا كيف مشى زار قصر هنري كاتر في بو مشى زار قصر هنري كاتر وقت اللي وصل لبقعة فيها صورة الأمير عبد القادر اللي تنفاها غاديكا زاد الصورة نتاعو محصورة في برشا حديد عمل لهم مشكلة يعيط يقول لهم حتى في التصوير نتاعو مسكر عليه هكا رمزيات معناها كيف جينا باش نروحوا وقف سلم علينا شد لي يدي وقال لي انت تقعد معايا وتكون انت بيني وبين سي الحبيب والجماعه في تونس. Le monsefisme, ça a été un mouvement politique extrêmement fort, extrêmement vivace, qui a fini par ramasser tous les partis politiques qui avaient que le monsefisme.
tout le monde devait relever de Moncef Bey, tout le monde devait faire allégeance à Moncef Bey. Et c'était un mouvement politique qui réclamait à la fois l'indépendance et le retour de Moncef Bey. الرسائل اللي تجي من تونس بالعشرات أسبوعيا تنجم تقول عشرات في الأسبوع رسائل. وقداش من مرة نحضر عليه أنا يقرأ في رسالة ويبكي. حد امرأة توصف له كيفاش عايشين والبزيريا ودرشنوها والأولاد وكذا، وهو يحضر صريرات صريرات لويز. Mais les maladies dont souffre le bey de longue date gagnent hélas du terrain et rendent de plus en plus improbable son rêve de revoir un jour sa Tunisie natale et son peuple bien-aimé. Sidi Moncef s'éteint à Pau le 1er septembre 1948. Sa dépouille est rapatriée en Tunisie, où une foule immense afflue des 4 coins du royaume pour assister à ses funérailles. Le résident général Mons écrira dans ses mémoires qu'il a vu ce jour-là naître un peuple. Un peuple qui se ressoude autour de la monarchie hussénite après des décennies de défiance et de rancœur. Moncef Bey n'a pas souhaité être enterré dans la nécropole royale où reposent ses prédécesseurs. Quoi de plus naturel pour un souverain qui avait déclaré un jour qu'il proclamerait lui-même la République que de vouloir être inhumé au milieu de son peuple au grand cimetière de Tunis. Avec la mort de Moncef Bey, son cousin Lamine, contesté depuis plus de 5 ans, ne vacille plus sur son trône. Mais il a conscience du poids de l'héritage dont il est désormais dépositaire. Il a cherché tout au long de son règne à essayer de légitimer en quelque sorte sa position au plan national et au plan historique. C'est-à-dire de suivre les traces du mouvement national, de prendre des décisions, essayer de se racheter de cette erreur, cette responsabilité qu'il a prise de succéder à Moncef Bey. Pendant la période où le secrétaire général du parti, Monsalah Ben Youssef, a été ministre de la Justice, où le parti a fait un moment, une petite marche en commun avec le protectorat pour essayer d'aboutir à un statut d'autonomie interne. Donc il y a eu, Lamine Bey a prêté la main au parti, il s'est rattrapé. Mais de l'autre côté aussi, quand il y a eu la rupture, et qu'on a commencé avec une rupture sanglante avec la France en janvier 1952, Lamine Bey n'a pas pu aller jusqu'au bout de son soutien au parti. Chargé par le gouvernement de Paris d'une mission de rétablissement de l'ordre, le nouveau résident de Haute-Cloque instaure à Tunis un véritable régime de terreur. Il a également pour tâche de faire plier Lamine Bey, jugé beaucoup trop à l'écoute des leaders nationalistes. Lorsque de Haute-Cloque a élevé la voix et s'est comporté comme un rustre, comme il l'a fait en Syrie et au Liban avec les Syriens et les Libanais, le Bey décide de ne plus le recevoir. الرابع مرة علموه قالوا له مقيمة وهنا جاء القصر باش دخلوا معاه دو كولونيل زوز كولونيلات من الجيش الفرنساوي مسلحين سبيس دو شيان سي بور اتر مالاد قلت لي توعدتي تقول لي انا مريض وقلت انت لاباس عليك وفي الفترة هذيك نهارتها يظهر لي ولا من الغدوة فهمني يعني حضروا له حوايجه فهمني يعني باش يهزوه كيما منصف بي يعني الحوايج نتاعو في الفيليجات وحاضرين. Si la menace de le destituer a eu raison de la résistance du Bey, elle n'a jamais pu empêcher le palais de garder des relations étroites avec le mouvement national. Une proximité qui n'était pas du goût de certains princes, connus pour leurs affinités avec le pouvoir colonial. صدق بي وعز الدين بي كانت عندهم يد مع فرنسا
وعلى ذاك حطوا السم البابا بغاو يقتلوه باش يرجع عز الدين بي في البقعة. بابا جا باش يشرب، ربي شم ريحة ما عجبتوش، حط الكاس على الطبلة وعيط لخويا الكبير سيد شادلي، قال له دابا تعيط لي حمادي بن سالم يعيط لي اللابوراتوار. جا خالد شافك الشاي غبره، قال لك نو سيريان ما حتى شيء هذه ها ايوا شويه لمات لنا اللابوراتوار. عينيه خرجت وتجيف ويقول للرجل اختي اعطيوني الحليب. قام مسكين يشرب في الحليب حتى ارتاح، قال له راهو سي السم. Le prince incriminé finira assassiné par les nationalistes en 1953 pour avoir assisté contre la volonté du parti d'Estour à la fête nationale française du 14 juillet. En face, la puissance coloniale poursuit une répression sévère contre le mouvement national et procède à de nombreuses arrestations, dont celle du leader Habib Bourguiba. En décembre 1952, une organisation terroriste du nom de la Main Rouge revendique l'assassinat du chef syndicaliste Farhat Hached, l'une des figures nationalistes les plus proches de la cour bellicale. Pourtant, la marche vers la décolonisation paraît inéluctable et Lamine Bey suit de près les discussions entamées avec la France pour l'obtention de l'autonomie interne de son royaume. Pierre Mendès France viendra la lui annoncer en septembre 1954. Convaincu d'avoir fait son devoir pour libérer la patrie, le trône husseinite est en passe d'effacer sa dette envers son peuple. C'est peut-être ce message que Lamine Bey envoie à Bourguiba en lui dépêchant sa propre fille, la princesse Aïcha, pour l'accueillir à son retour d'exil le 1er juin 1955. Le combat de Bourguiba sera d'ailleurs couronné moins d'un an plus tard par la signature à Paris des mains du Premier ministre Tahar Ben Ammar du traité d'indépendance. Et tandis que les colons français plient bagages après 75 ans de cohabitation plus ou moins mouvementée avec le régime bellical, c'est un nouveau Premier ministre qui prend les rênes de l'exécutif tunisien, Habib Bourguiba. Le bey se doute-t-il alors qu'il vient de nommer l'homme qui sonnera le glas de 252 ans de monarchie husseinite? Bourguiba avait un charisme formidable. Il avait une intelligence politique extraordinaire. Il était machiavélique, dans le sens technique du terme, hein, pas dans le sens péjoratif, pas du tout. C'était un homme qui était ambitieux sûrement pour son pays, mais ambitieux également pour lui-même. يوم من الايام بورقيبه قدامي انا ما كنتش وحدي ما نفكرش شكون قالت انا لو كان حبيت ماني نولي بي وتفصل الحكايه. Lamine Bey était un homme très modeste, très bien élevé, très fin, très raffiné. Lamine Bey était artiste, hein, il travaillait l'ambar, il faisait des cannes de l'ambar. Il aimait beaucoup les horloges, il démontait, remontait les horloges, les montres. Il rappelait à certains égards Louis XVI, vous savez. Quelles sont alors les chances du vieux monarque face aux ambitions d'un Bourguiba qui le considère comme une survivance aberrante de l'Empire ottoman? C'est d'ailleurs Bourguiba seul qui, au premier anniversaire de l'indépendance, parade dans les rues de Tunis aux côtés des personnalités prestigieuses venues pour la circonstance. Il a déjà l'allure du futur maître absolu de la Tunisie qu'il sera pendant 30 ans. Le bey, lui, face au sourire surfait de son Premier ministre, a presque l'innocence de l'agneau qu'on s'apprête à sacrifier. ما حكيتها لكش اللي جاب له مصحف قرآن قال له سيدي هذا مصحف قرآن سيمانة قبل ما ينحيوه قال له هذا مصحف قرآن يتيح لي في نظري وفي ركايبي إلى نحيك من بقعتك حتى صاحب الأمانة يدي أمانته زعما حتى تموت. On prête à Lamine Bey l'intention d'avoir voulu abdiquer, mais Bourguiba, ne voulant pas d'un tel cadeau, aurait même précipité la date de la proclamation de la République. Elle a eu lieu le 25 juillet 1957, un jour marqué d'une pierre noire pour la famille husseinite.
Au cours de la brève expérience de monarchie constitutionnelle, Lamine Bey aura tout de même apposé sa signature sur les décrets abolissant la polygamie, la répudiation et supprimant les privilèges. Mais à la tribune de l'Assemblée, les jeux sont déjà faits et l'emblème de la monarchie n'orne plus les murs de la grande salle. Dans un discours enflammé, Bourguiba attaque le régime des Beys sous l'œil complaisant des représentants de la France. Il rappelle les injustices et les exactions infligées au peuple en remontant parfois jusqu'à l'insurrection de 1864. بإلغاء الملكية وإحلال محلها الجمهورية بمعنى إحلال نظام جديد. À peine quelques voix discordantes, celles des anciens ministres de Mansour Bey, qui rappellent très courtoisement et très sagement que il fallait quand même, dans cette famille hussénite qui était accusée de tous les maux, rappeler le cas de Mansour Bey, le Bey nationaliste qui a perdu son trône pour s'être attaché à la cause nationale. أنا شخصيا لم أتجاسر أن أستعمل المنصف بي في ذلك الخطاب، لأن التناقض الداخلاني في وسط إعلان الجمهورية ولمين بي والمنصف بي وبورقيبة ولات مشكلة معناها يفكها كان أينشتاين نفسانيا. Il n'y avait aucune émotion. Probablement, il y avait une émotion dans les milieux très proches de la famille médicale, bien entendu, ça se comprend. Mais il n'y avait pas dans la population, il y avait une acceptation, sinon enthousiaste, du moins une acceptation qui était presque naturelle. Tout le monde s'attendait à ce que la famille médicale, Lamine Bey, avec la dynastie médicale, tombe un peu comme un fruit mûr, mais qui a mal mûri. La structure de l'hérédité, à mon avis, elle n'était pas faite pour l'avenir, elle était faite pour le passé. On prend les gens les plus vieux, on leur donne à gérer l'avenir, c'est pas possible. Bon. Et deuxièmement, on ne préparait pas une pépinière pour que la famille puisse tenir, comprendre ce qui se passe dans un pays. عمره ما تكون حزب في تونس أو جماعة سياسية أو تيار سياسي نادى بالجمهورية. هذا قرار شخصي فردي قام به العبد بورقيبة ويعد انقلاب لأنه الشعب ما شاورش الناس. Toujours est-il que la délégation chargée d'annoncer à Lamine Bey sa destitution est déjà aux portes du palais de Carthage, qui prend ici les allures d'une demeure fantôme. Nous sommes introduits dans la salle du trône et nous avons vu Lamine Bey vêtu d'une jebba tunisienne, la tête découverte, en train de faire les 100 pas dans la grande salle du trône. Ali Belaouane, d'un style théâtral, élève la voix « Assalamu alaikum ». Et puis alors, sans préambule, résolution de l'Assemblée constituante. Au nom du peuple, nous abolissons la monarchie et proclamons que la Tunisie est un État républicain. Alors, lorsque le photographe a voulu opérer cet instant, Lamine Bey, qui jusque-là a gardé le silence, un silence tout à fait digne, a levé la main et a dit « Ah non, pas ça ». Le Bey et sa famille sont conduits à la Manouba, dans une vieille résidence d'un de leurs cousins, devenue depuis lors la prison des femmes de Tunis. Ce dont je me souviens, c'est en fait
un enfant qui était un petit peu à l'abandon, et une main m'a secouru, c'était la main de ma mère, qui m'a pris avec elle et qui m'a fait monter dans la voiture qui devait amener mon grand-père vers son lieu de résidence surveillée ou d'exil. Inconsciemment, je savais que c'était un événement qui n'était pas bon. Mais les gens applaudissaient, et il y avait même certaines personnes de la communauté juive, de la communauté européenne ou chrétienne qui enlevaient leur chapeau sur le passage du cortège. Chacun de nous s'est installé comme il le pouvait. Il y avait des matelas, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Hein. Chacun a pris une chambre. La meilleure chambre, on a essayé de la réserver à Lamine Bey et bien entendu à son épouse. Il a passé tout l'hiver avec une jubba d'été. Et quand il disait « j'ai froid », personne ne l'entendait. كان عاطينه شرايه كرينو يرقد عليها في القاعه هو ومرته. في التقلول كان يسكن ولي العهد بتاعه حسين بي. تعرف كيفاش وفاه حسين بي؟ فنصف مهبول مسكين وتوفى في القصر بتاعه في بوسعيد. On ne pouvait même pas mettre le nez à la fenêtre. À chaque fois que l'un de nous faisait mine de se pencher vers une des fenêtres, il y avait toujours un garde qui pointait son arme sur nous. Il y avait des gardes même sur le toit. Et d'ailleurs, au bout d'un certain temps, on s'est plaint parce qu'on n'arrivait pas à dormir le soir. Et parce que certains des gardes faisaient rouler de grosses pierres sur le toit pour nous empêcher de dormir. C'est l'explication que j'ai eue par la suite. Pendant ce temps, au palais de Carthage, les biens du monarque déchu sont livrés à la convoitise des hommes de main du nouveau régime. بعض المصادر تتحدث عن سوء تصرف للأعوان التنفيذيين الذين قاموا بإحصاء الممتلكات غداة خروج الباي لمنوبة للإقامة الجبرية بعد إعلان الجمهورية. وهذه الأملاك يعني الكثير منها ضاع، ولا أعتقد إن كان البعض منها موجود في خزينة الدولة إلى حد الآن. لا أعرف ذلك، يعني ليست لدي أدنى فكرة عن هذا الموضوع. ولكن بعض المصادر تتحدث عن أملاك أو جواهر أو بصوغ أو ساعات ذهبية منع الباي ومنعت زوجة الباي وأبناء الباي من أخذها معهم، لا أحد يعرف مصيرها. عزيزي كي خرج من كرتاج عنده خاتم، الخاتم هاو لابسه في صبعه الصغير فيه ديامونتا، ممكن حشمه كي وقت اللي خارج باش ينحيوهوله من صبعه قعد بيه، وقت اللي مات بعثوا وهزوا الخاتم. On avait arrêté mon père, ma mère, Rejouda c'est ma tante, la femme de Sitar Ben Amal qui a signé l'indépendance. Soi-disant, elle a caché des bijoux aussi. On était tous en prison. Convaincus d'avoir caché des bijoux, les princes emprisonnés seront finalement graciés. Quant au reste de leur patrimoine, il ne sera que partiellement récupéré. هزوني الكوليسارية يقول لك المارشي وبوس مارشي وبوس حوايج ديال الكل مترشين. هذه ضربية، هذه بوتاي، هذا الفضة. قلت له قال لي تعقلش هالحوايج. الحاجة الأولى اللي عقلتها ضربية ديالي، ضربية ديال القرواء كانت ملفوفة. قلت له هذه الضربية ديالي. قال لي باش عرفتها الكوميسار؟ قلت له فيها بقعة ديال القهوة وخا قسمناها ما بغاتش تتنحى، حلها إذا كاينة البقعة ديال القهوة راهي هي. حلوا الضربية يلقاو البقعة ديال القهوة فيها. قال صافي مالا كل شيء يقول لنا عليه زعما ماكش تكذب. Moi je trouve qu'on les a traités plus durement qu'il ne l'eût fallu. Plus durement. Parce que, effectivement, on aurait pu ne pas les dépouiller de leurs biens. Jusqu'à nos jours, le registre de l'état civil de l'ex-famille royale est conservé au palais de justice de Tunis.
Toute la descendance hussénite, née avant la chute de la monarchie, devra encore emprunter ces interminables couloirs pour régler certaines formalités administratives. اسمك بالنسبة فيصل. فيصل الحسيني ولا لا بي. لا. مش مكتوب الوقت زاد؟ أي الوقت موجود الساعة أي. 11 تاع الصباح مش هكا؟ أي موجود الوقت خاطر كان قبل كان واحد مولود ساعة قبل يطلع الكرسي قبل. أي 9 سبتمبر فيصل. هذوما الكل اللي اكبر مني كان جينا في وقت الملوكيه راني ذبحتهم انا الكل. Aujourd'hui, je m'appelle Bey. Dans tous mes papiers, je suis Bey. Mon frère puiné également. Ma sœur s'appelle Ben Hassine. Et mon plus jeune frère Ben Ali. Donc, alors que nous sommes frères et sœurs de père et de mère. Et en fait, ce qui s'est passé au lendemain de la République, Bourguiba, je pense, ne voulait pas que le nom soit porté et avait attribué le nom de Ben Hassine, c'est-à-dire descendant de Hassine, fondateur de la dynastie. Pour certains, Ben Ali, c'est-à-dire Hussein Ben Ali, ils ont repris ce nom patronymique. Et un nouveau nom a été inventé, en quelque sorte, celui de Husseini, c'est-à-dire faisant partie de la dynastie de Hussein, qui a été créé et qui a été adopté par certains de mes cousins. بورقيبة حب يفسخ التاريخ اللي كان قبله لأنه يعتبر نفسه هو الوحيد بوسيار دانديفيدو توانسة. من وجهة نظر بورقيبة كان قد توجه في إحدى الخطب بالحديث لأفراد العائلة الحسينية قائلا أنه بالإمكان اعتبار أنفسكم قد نجوتم مما هو أدهى وأمر، وهو ما وقع في العراق، أن دولة الاستقلال متسامحة ولو لم تكن متسامحة حصلت عملية إبادة دموية للبيات. Élargi après 3 années de résidence surveillée, Lamine Bey meurt à l'âge de 81 ans. أنا خبرت وزارة الداخلية ماضي ساعتين نص الليل، كلمتهم قلت لهم راهو للإعلام راهو البي السابق راهو توفى، فهمتي مش تكونوا على علم. قال لي تو نكلمك من هنا ساعة ساعتين أخرين، نص ساعة من بعد كلمني قال لي راهو تقرر الدفن نتاعو غدا ولا الأربعاء. قلت له مش راهو أولادهم مش حاضرين، كل تعليمات غدا الأربعاء. Il n'a pas eu les funérailles qu'il méritait. Il y avait entre autres un photographe, un Israélite, qui était un ami de la famille, qui a voulu prendre des photos. On lui a enlevé l'appareil et on lui a interdit de prendre la moindre photo. صحيتك. هاكا سيدي رمين وعلي سيدي محمد الا جنينه عليها مراد وسيدي صليح. سيدي صليح صحيت. Comme à chacune de ses visites en Tunisie, Faisal Bey va se recueillir dans le carré réservé à sa famille au cimetière de la Marsa. La tombe du dernier souverain y est à peine reconnaissable. Pour la première fois depuis 50 ans, le prince Rafet, père de Faisal Bey, retourne au palais de son grand-père à Carthage, qui abrite aujourd'hui le siège d'une institution académique. C'est la chambre à coucher du dernier souverain, et son lit était là. Je me rappelais comme si c'était hier. Pendant mes vacances scolaires, je venais lui dire bonjour tous les matins. Il me donnait un billet. Ben, c'est cette porte qui séparait le palais du Bey avec notre appartement. Comme vous voyez, c'est dans cette pièce où je suis né en décembre, le 4 décembre 1934. Ça fait loin tout ça.
Mohammed Bey, le père de Rafet, que nous voyons sur ces images en compagnie de la reine, sa mère, avait été un grand militant de la cause nationale. Mais son engagement ne sera reconnu qu'après la destitution de Bourguiba. En 1990, le nouveau président l'a décoré de l'Ordre de l'Indépendance. Même dans une république, c'est bien d'avoir une famille royale. C'est bien d'avoir une famille royale, même dans une république, même si la famille royale n'est pas aux premières loges du pouvoir, parce que cette famille symbolise un certain vécu, un certain patrimoine historique, c'est une mémoire vivante. Vous savez, ce n'est pas innocent. Quand dans une famille, pendant des siècles, vos ancêtres ont été les acteurs principaux de l'histoire, il y a une certaine proximité, une certaine familiarité avec cette histoire. En quelque sorte, on peut tutoyer l'histoire.